Il est 19h50, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 17 janvier 2025. À la une ce soir, cela fait désormais 2 ans que l'animateur radio Martinez Zogo a été brutalement assassiné dans des circonstances encore troubles à Yaoundé. 2 ans aussi que l'espoir de voir la vérité éclater s'amenuise à chaque report d'audience. 14 séances au tribunal militaire n'ont toujours pas permis de clarifier les causes de sa mort ni d'identifier les responsables. Alors que le procès traîne, la famille de la victime demeure dans l'attente, déchirée par l'incertitude. Dans l'actualité également ce soir, je vous amène sur le tracé PK14, PK21 à Douala, où les habitants et usagers vivent un calvaire quotidien. Entre poussière étouffante et air irrespirable, c'est un vrai défi pour les automobilistes et piétons qui doivent se parer de masques pour espérer respirer sans risquer leur santé. La poussière implacable n'épargne personne, elle envahit les poumons, empoisonne l'atmosphère et semble bien décidée à rendre malade quiconque ose s'aventurer sur cette route. Et puis à l'étranger, Faustin Archange Touadéra remercie les braves guerriers russes. Le président centrafricain est à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine. Le président russe a salué à son tour leur collaboration dans le domaine de la sécurité. La question de sécurité, justement, reste un pilier central de la coopération entre les deux pays. Voilà pour le sommaire. Bienvenue au 19h50, je vous le disais en titre, 17 janvier 2023, 17 janvier 2025, 2 ans que le chef de chaîne de la radio Amplitude FM et présentateur de l'émission Embouteillage a été assassiné et son corps jeté à Ebogo par Soa, banlieue de Yaoundé. À la suite de l'enquête préliminaire, des accusés ont été interpellés. Il y a 10 mois, le procès a débuté, mais sans grande avancée et après 14 audiences et autant de renvois. 2 ans après, la justice marque le pas sur place. Le corps de Martinez Zogo est toujours à la morgue. Joël Jomtroa et Michel Foucault adressent une lettre outre-tombe à Martinez Zogo ce soir. Embouteillage. Bien, nous sommes de retour pour la suite. Martinez Zogo, 2 ans après ta mort, ton empreinte n'est pas effacée de la radio Amplitude FM. Ton émission Embouteillage reste omniprésente. Ce 17 janvier 2025, marquant le jour de ton enlèvement, qui devait conduire quelques jours plus tard, le 22 janvier 2023, à la découverte de tes restes à Ebogo 3, à 5 km de Soa, la journée t'est dédiée en hommage. Pour faire perdurer le travail de Martinez Zogo, lui faire savoir qu'il n'a pas fait tout cela pour rien. Pour ceux qui t'ont côtoyé à tes débuts, la bataille c'est que toi, Martinez Zogo, demeure vivant parmi les morts. Sa mémoire ne doit pas mourir parce que nous tous nous faisons le même métier. Nous sommes là pour rendre immortel. 2 ans après ta mort, Martinez Zogo, le temps s'est figé pour ta famille. Elle attend toujours de pouvoir être autorisée à procéder à ta mise en bière afin de te donner une sépulture digne. 2 ans après ton départ tragique, cela fait 10 mois que des présumés coupables participent au procès après 14 audiences et autant de renvois. Pour les conseils de tes ayants droit, à cette allure, ton inhumation n'est pas proche. Cette lenteur ralentit aussi le processus des obsèques, le processus de l'inhumation. Martinez, tous les espoirs pour qu'enfin les accusés puissent s'expliquer devant le tribunal militaire reposent sur le fait que le dossier parvienne à la cour d'appel et qu'elle se prononce sur les exceptions soulevées par les parties sur le jugement avant de dire droit. De nombreux Camerounais croisent les doigts qu'à l'audience du 3 février prochain, l'examen au fond de l'affaire de ta mort débute.
La brigade antifraude de la Camwater vient de démanteler plusieurs réseaux d'approvisionnement illégal sur son réseau de distribution grâce à des descentes menées dans divers quartiers des arrondissements de Douala, 4e et 5e. Plusieurs fraudeurs ont été démasqués. Dans certains secteurs, des installations ont été détruites au profit des riverains en quête du précieux liquide. L'entreprise en charge de la distribution de l'eau met une fin à cette pratique et annonce des poursuites judiciaires à l'encontre des responsables. Cyril Kwakam et Harry Chinda pour les détails. Accusé de fraude, un habitant de Bepanda à Douala a été pris en flagrant délit d'approvisionnement illégal sur les infrastructures de Camwater, jusqu'à ce que la brigade antifraude intervienne et découvre le réseau. Il est question de détruire cette fraude, parce qu'il est hors question que quelqu'un s'approprie de l'eau à Camwater et qu'il vende cette eau aux autres. Dans le quartier Bonabiri, précisément au lieu dit Bonendale, un autre réseau illicite a été identifié dans un bâtiment en construction où des malfaiteurs opéraient en toute discrétion. Elle dit que c'est un forage, mais comment se fait-il que le forage peut être accordé sur les installations de la Camwater? C'est ce qui nous surprend, parce que là où vous avez vu la manchette, il y avait un compteur de la Camwater là-bas. Donc le compteur Camwater n'existait plus, mais ils ont fait un lien direct. Alertés par la descente des autorités, des individus, afin de dissimuler leurs méfaits, ont sectionné un tuyau d'alimentation desservant cet immeuble en cours d'achèvement. Dans d'autres zones comme à Komondor et Bepanda, des résidents ont été surpris en flagrant délit de vandalisme, dévastant les installations de Camwater pour se ravitailler en eau. Quand nous trouvons un tuyau coupé, bien vrai, ça ne nous arrange pas parce que là, ça pénalise même le propriétaire même. Mais nous sommes obligés d'y puiser. Face à ces nombreuses fraudes détectées dans les quartiers de Bonabiri, Bepanda et Komondor, Camwater affirme sa volonté de restaurer l'ordre et de mettre fin à ces pratiques illégales. Nous continuons de tendre la main par ma voix aux populations. Venez rapprochez-vous des agences, normalisez vos branchements. Maintenant, la phase de sensibilisation étant achevée, monsieur le directeur général a donné pratiquement une année de sensibilisation, de communication avec le client. Nous sommes au terme de cette année et nous engageons là une bataille acharnée contre la fraude sur impulsion de monsieur le directeur général. L'entreprise a promis de poursuivre en justice tous les contrevenants qui devront répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes. Et je vous le disais en titre, il est presque impensable de respirer de l'air pur du côté des quartiers PK14 à PK21. Dans cette localité de Douala, les habitants y sont condamnés jour après jour à inhaler une poussière omniprésente comme une douce caresse de la nature. Leurs poumons, tout comme leur santé en général, ne sont jamais vraiment à l'abri des éternels toux et rhumes qui semblent être les compagnons quotidiens de ce cadre. Malgré les efforts louables déployés pour améliorer la situation, le port du masque des foulards est désormais un passage obligé, un accessoire devenu presque aussi essentiel qu'une seconde peau. Le reportage de Leslie Poumecha et Emmanuel Tibu. Les habitants de PK17 dans la ville de Douala sont confrontés à un problème de poussière qui les oblige à se couvrir pour se déplacer. Cette étudiante, par exemple, porte systématiquement un masque lors de ses cours au campus de PK17. À chaque fois qu'on vient, il faut acheter un cache-nez. J'arrive ici, là même les cils sont jaunes. Donc on préfère prendre le taxi. Il y a trop de poussière. Ça ne t'encourage même pas à sortir. Quand tu vas t'habiller, arriver en classe, tu es obligé de te renettoyer. Les masques sont d'ailleurs devenus un accessoire courant dans cette zone, où les vendeurs les proposent à la vente sur les comptoirs et même sur la chaussée à PK14. Ceux qui sont en bordure de la route là peuvent vendre facilement 3 paquets à 4 paquets par jour. Par jour, on peut vendre même 2000. 2000 même juste parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent aussi. Le tronçon de route entre PK14 et PK17 est particulièrement affecté par la poussière, ce qui représente un véritable calvaire pour les usagers de la route et les automobilistes. Du moment où tu roules, c'est un peu moins grave, mais quand un camion passe, tu es obligé de garer pour qu'il puisse continuer. La poussière ne se limite pas à la chaussée. Elle pénètre également dans les boutiques et les maisons situées à des dizaines de mètres de la route. Je suis à 500 mètres de la grande route, mais la poussière parvient à entrer jusqu'à dans ma maison. Parce que depuis qu'on a demandé qu'on fasse la route, il n'y a rien, on n'est pas en train de bitumer. On verse
La terre, comme on verse ça tous les jours, on verse de l'eau par endroit. Les toitures sont recouvertes de débris de terre et la végétation a perdu sa couleur verdâtre pour prendre une teinte rougeâtre due à la poussière. Cette situation est particulièrement préoccupante car elle peut avoir des conséquences néfastes sur la santé des habitants et les conditions de vie dans cette zone. Il est donc important de prendre des mesures pour réduire la poussière et améliorer la qualité de l'environnement à PK17 et dans les environs. 4 vies tragiquement perdues, voilà le bilan de l'intoxication alimentaire qui a frappé une famille dans l'arrondissement de Doumé, plus précisément à Paki, dans la région de l'Est Cameroun. Un drame qui heureusement n'a pas affecté les 14 autres victimes qui, après une prise en charge rapide à l'hôpital de district de Doumé, sont désormais hors de danger. Dans cette épreuve, l'on pointe la consommation du poisson, source du malaise. Le reportage de Kizito Koumaï et Junior Ossin. Une intoxication alimentaire arrache la vie à 4 personnes dans la localité de Ndoumé, à l'est du pays. Elles font partie des 18 personnes rapidement transportées à l'hôpital après avoir consommé du miel sauvage, des légumes et du poisson. On avait mangé le poisson fumé et le pain. C'était autour de minuit en nous disant qu'il y a un enfant qui avait l'épilepsie qui est mort subitement. 30 minutes après, on me dit qu'il y a encore un deuxième. Nous avons crié à tue-tête le secourisme. Certains Baka auraient consommé une nourriture empoisonnée. De ce fait, nous avons rendu compte à la hiérarchie et nous sommes transportés immédiatement sur les lieux. Il s'agit des membres d'une famille Baka du village Paki. Le poisson serait, selon plusieurs observations, à l'origine de cette intoxication et de ces drames. Dans l'investigation, il paraît clairement qu'il s'agirait d'une intoxication alimentaire. Maintenant, les causes sont en train d'être investiguées avec le soutien des forces de maintien de l'ordre, le soutien de la délégation régionale de la santé. Nous allons nous engager pour dire aux populations que déjà c'est un cas isolé et que prenons des mesures, soyons très vigilants sur ce que nous consommons, prenons des mesures d'hygiène approprié. Sur les 4 personnes mortes, on enregistre une femme et 3 enfants. Rendons-nous à Makepe dans l'arrondissement de Douala 5e où sur un espace de 1108 mètres carrés, 2 personnes réclament la propriété. L'un déclare l'avoir acquis par cession de la parcelle jadis propriété de la Maïture. L'autre dit détenir un titre foncier sur le même espace acquis des années plus tard. Le propriétaire des lieux y a érigé une clôture pour sauvegarder son terrain quand l'autre partie est intervenue pour monter un mur de délimitation. Allons aux sources du problème avec Titi Freeman, David Sandio et Emmanuel Tibui. Sur cet espace situé à Makepe, une clôture construite par le détenteur du certificat d'attribution, fruit de la cession en janvier 2010 par la Maïture. Il se dit surpris de la découverte d'une autre personne, détentrice cette fois d'un titre foncier sur le même espace. Que l'espace appartenait à la Maïture. Quand j'ai eu vent, je me suis rapproché de la Maïture. Au vu des documents, j'ai constaté que c'était un décret présidentiel que son chef de l'État, M. Paul Biya, a initié pour un logement décent aux Camerounais. Et c'est là où j'ai pris attache à la Maïture, j'ai acheté mon lopin de 1108 mètres carrés il y a 20 ans. À l'intérieur de la clôture, une tranchée est érigée. Pourtant, toutes les transactions avaient été faites avec la Maïture. Le reçu, tout est en place. C'est-à-dire que le papier d'attribution, tout. Les taxes foncières, j'ai une partie des taxes foncières de ce terrain, là. Et il a d'autres. Mais ce qui me surprend, c'est que quand je mets les mécaniciens que vous voyez là, c'est parce que tout le temps, on m'appelle pour me dire que les gens sont en train de passer, voir le terrain. Je dis, mais ils ont quoi à voir sur le terrain? Sur le même site, un titre foncier. Joint au téléphone, son détenteur se justifie. J'ai un titre foncier obtenu pour la vente de gré à l'État du Cameroun. Et ce titre que j'ai obtenu fait partie du titre foncier de l'État. Ayant mon titre de propriété, nul ne peut se prévaloir être propriétaire de ce terrain. Non loin de là, un autre espace connaît la même situation. Les 1108 mètres carrés, objet de la querelle, suscitent le questionnement sur l'implication de la Maïture et le cadastre.
Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain a effectué ce jour une visite d'évaluation des projets de la voirie urbaine dans la ville de Douala. Au terme de sa tournée, elle a relevé un bilan plutôt positif du niveau d'avancement des travaux et du taux de réalisation. En annonçant le démarrage de futurs projets, le ministre a promis un suivi des chantiers encore en cours. Le compte-rendu de Titi Freeman et Henri Tinda. Réhabilitation des routes, pose des pavés, construction des rigoles et aménagement des voies de contournement sont entre autres chantiers de la voirie urbaine entamés dans la ville de Douala depuis l'année 2024. Ils sont passés en revue ce 17 janvier 2025 par le ministre de l'Habitat et du Développement urbain en 10 arrêts majeurs. Nous avons fait l'ensemble des communes de Douala pour voir que les projets engagés en 2024 sont en cours de réalisation et même d'atterrissage. Nous allons réceptionner pas mal de projets en avril, mars, avril, jusqu'à juin. On aura des projets structurants, mais aussi des projets de proximité que vous avez vus. Un niveau d'avancement relatif selon les automobilistes de la ville. Si on fait encore l'effort de ranger encore Douala comme ça, vraiment nous on serait très contents de la ville de Douala, parce que la ville de Douala est tout pourri partout. On est juste en train de réparer la route, mais on n'est pas en train de créer de nouvelles routes. C'est juste le problème. Et il y a d'autres tronçons qui sont encore bien gâtés. Beaucoup même, que ça on fait même comme on ignore même. En réponse à ces manquements, un suivi jusqu'à livraison de ces projets d'amélioration de la mobilité est promis. Je partirai de Douala avec un sentiment de satisfaction en encourageant tous les acteurs à accélérer tous les travaux. Il est également annoncé le démarrage de futurs projets au mois de février et mars 2025 dans le but de renforcer la modernisation et transformer le visage de la cité économique. Cependant, Yaoundé mise en service officiel ce jour de l'axe Mimboman et Mombo dans l'arrondissement de Yaoundé 4e. Une bouffée d'air frais pour les habitants de la zone et autres automobilistes. Pour valider ce relooking qui porte la signature de la mairie de la ville de Yaoundé, plusieurs officiels au rang desquels le ministre de la décentralisation et du développement local sont allés s'imprégner du rendu final. À leur suite, Janice Kamra et Constant Kamra. Depuis quelque temps, la circulation est à nouveau fluide sur l'axe Mimboman et Mombo dans l'arrondissement de Yaoundé 4e. Ce 17 janvier est donc à la fois jour de dévoilement pour les officiels ici présents et d'ouverture officielle. Aux côtés du maire de ville, le ministre de la décentralisation et du développement local se satisfait des travaux effectués. Nous souhaitons que les populations qui sont bénéficiaires de ces infrastructures sachent en prendre soin, que les automobilistes soient disciplinés, que ceux qui font du commerce habituellement sur la chaussée et sur le trottoir ne le fassent pas, et que M. le maire naturellement mette en place un dispositif de maintenance de cette infrastructure pour qu'on ne la retrouve pas dans l'état qui a justifié qu'on procède à ces travaux aujourd'hui. La poussière, les bourbiers, les nids de poules et autres aléas qui faisaient de ce tronçon un parcours du combattant appartiennent désormais au passé. La route passe, signalisation horizontale et verticale matérialisée au grand bonheur des automobilistes. Étant de Cornier jusqu'à Terminus, c'était la misère totale. Vraiment de Dieu, nous ne pouvons que dire merci à Dieu, merci à l'État. Merci au maire de la ville. Si ce coup de jeune est salué, les besoins en rénovation sont légion. Nous avons un axe routier qui est baptisé la zone des Grands Lacs et qui passe devant la direction générale du FEICOM. Franchement, si cet axe également trouve une solution durable, que les populations de Yaoundé vont tout simplement survivre, non seulement le maire de la ville, mais son excellence Paul Biya. Cette descente vient rallonger la liste des opérations de mise en service menées dans la ville. On peut citer celle d'un tronçon de 10 km dans la zone d'Afaneuwa ou encore celle du complexe marchand du quartier Etoudi, entre autres. De la nécrologie, le professeur Pierre Titi Noël, membre de l'ECAM, a rangé sa toge ce vendredi à l'hôpital central de Yaoundé. À 85 ans, l'un des piliers de la participation citoyenne au processus électoral au Cameroun a laissé un grand vide dans l'espace qu'il occupait avec la classe qui le caractérisait, malgré les contradictions de son parcours. La trajectoire de Titi Noël, fil de sobriété et de consensus, est racontée par Rodrigue Tanguy.
Homme de conviction, Pierre Titi Noël s'est toujours battu pour un discours libre et une approche éthique de l'action publique. Pourtant, son passage à Elekam, dirigé par d'anciens caciques, reste ambigu. Certains y voyant un strapontin institutionnel contrastant avec son image d'ardent défenseur de la justice sociale et de l'autonomie intellectuelle. Avant sa nomination au Conseil électoral en juillet 2011, quelques mois avant la présidentielle de cette année-là, le sociologue avait pris la tête de la Commission électorale citoyenne indépendante, la fameuse CECI, avatar de l'offre orange d'un certain Hilaire Kamga, ou encore président avec Alain Foguet, le comité préparatoire du conseil de transition que proposait la société civile autour d'une élection dont la candidature de Paul Biya avait fait l'objet de joutes juridiques mettant aux prises les têtes couronnées de l'université camerounaise. Mais au-delà des controverses, l'enseignant d'université est demeuré une icône du savoir et un pionnier de l'analyse sociologique des mutations du Cameroun et de l'observation des élections par les évêques. Il avait fini avant l'aventure Elekam par incarner les rapports de la commission justice et paix de l'Église catholique au Cameroun via un instrument, l'Observatoire chrétien des élections. La chronique mondaine rapporte d'ailleurs que, s'inspirant des rapports de cette commission, feu le cardinal Christian Toumi, par des sorties tranchées, avait taxé plusieurs consultations au Cameroun de mascarade électorale. Les proches de Titi Noël, cette grande silhouette aux cheveux poivre et sel et au verbe mesuré, justifie qu'il avait accepté la nomination de Paul Biya pour essayer de corriger de l'intérieur les imperfections d'un processus critiquable. Il aura fait de son mieux et surtout à la limite de ce que lui permettait la loi entre 2011 et 2025 jusqu'à sa mort avec un renouvellement de mandat intervenu en fin d'année 2024. Le professeur Titi Noël est resté en somme une figure emblématique de la vie intellectuelle et institutionnelle camerounaise. Né à Matom dans le Nyon Ekele le 1er novembre 1940, il s'est illustré par un parcours d'exception marqué par l'engouement et l'excellence dans le domaine des sciences sociales. Pierre Titi Noël, pour qui a sonné le glas ce 17 janvier 2025, était aussi l'homme de terrain, impliqué dans des projets d'envergure pour le développement rural et urbain. Il incarne, même après sa mort, l'intégrité et l'humilité. Après le bilan de l'année 2024 et la présentation de la feuille de route pour 2025, la 31e Assemblée générale du Cercle des Amis du Cameroun a laissé place à des moments de célébration autour de la présidente fondatrice. Les dames du CERAC se sont laissées emporter par la musique, dansant au rythme des artistes invités. Parmi eux, François Misengo, Timi Théoro, Toto Guillaume, Annie Anzoué, Stanley Eno et Prince Aimé et bien d'autres ont enchanté le public. Des instants riches en sons et en couleurs captés par nos reporters Delphine Fonkouteni et Serge Alanzil. Sur la scène, les membres du Cercle des Amis du Cameroun se défoulent après une journée marquée par la concertation et la réflexion. La soirée festive clôturant la 31e Assemblée générale du CERAC se déroule dans une ambiance chaleureuse et haute en couleurs. Pour ce gala, le CERAC, fidèle à sa tradition, n'a pas fait dans la demi-mesure. Des artistes venus d'ici et d'ailleurs offrent un spectacle inoubliable, mêlant générations et genres musicaux. François Misengo transporte l'audience avec ses ballades nostalgiques. À sa suite, Timi Théoro électrise le public avec son énergie débordante. Toto Guillaume, légende du Makossa, ravit les amateurs de rythme intemporel. Tandis qu'Annie Anzoué, avec sa grâce et sa puissance vocale, marque une pause émotionnelle.
Le rappeur Stanley No modernise la scène avec ses tubes phares. Prince Aimé enchante les dames du Sérac avec son célèbre titre Viviane. Lucky Plus 2 entre en scène avec son hit Donne ma part. Cet artiste turc apporte une touche internationale à la fête. Bien avant ce ballet artistique, l'orchestre Brise Band captive le public avec des interprétations d'artistes des 4 coins du monde. Tandis que le ballet national fait voyager les convives à travers les 4 aires culturelles du Cameroun. Les dames du Sérac, élégantes dans leur tenue, ne boudent pas leur plaisir. La présidente fondatrice rayonnante se joint à ses collaboratrices sur la piste pour acclamer les artistes. La cérémonie s'achève par 2 temps forts. Un lâcher de ballon orné de la photo de la première dame et l'allumage des bougies d'un immense gâteau partagé en toute convivialité. En aide d'honneur, les Amazones du Cercle des Amis du Cameroun saluent leur présidente fondatrice qui se rétire après une 31e Assemblée Générale réussie. Revenons à Douala. Les habitants qui ont eu la brillante idée de s'installer près de la chaussée semblent avoir plutôt troqué le calme et la sérénité contre un concert incessant de bruit. Leur quotidien est rythmé non pas par la douceur d'une brise apaisante, mais par le vrombissement des moteurs des véhicules ou les bruits assourdissants des activités voisines, mettant ainsi leur tranquillité à l'épreuve, si tant est qu'ils en aient encore. Quant à l'intimité, elle semble être un luxe qu'ils ne connaissent plus. Vivre près de la chaussée, c'est un peu comme se retrouver au cœur d'un spectacle permanent où l'on ne choisit pas son rôle. Le reportage de Lesline Poumetia et Stéphane Binac nous plonge dans ce quotidien bruyant et sans répit. Ce bruit étourdissant de moto, où Sénéto l'écoute à longueur de journée. Installée au quartier Nouvelle depuis plus de 20 ans, elle a appris à vivre avec. Ça ne me dérange pas, je suis déjà habituée à ça. À quelques pâtés de son domicile, les bourdonnements de soudure nous accueillent. Quand vous restez à un moment donné dans la nuit, vous pensez que vous êtes toujours en train de suivre et les bruits, et les klaxons, et les bavardages, et vous voyez. Et en plus, nous sommes sur une rue qui va vers le marché. Décor identique au lieu du kilomètre 5 à Douala. Des maisons sont bâties à quelques centimètres de la chaussée. Les ronflements de véhicules, les klaxons de moto et les agressions nocturnes font partie de leur quotidien. Nous sommes habitués au bruit des motos, aux bagarres, nous sommes habitués à ça. Et parfois même, quand il y a même les éclats de voix, nous ne sortons même pas. Priscilla exerce au kilomètre 100 depuis 2 mois. La peur de se faire renverser par une voiture l'anime désormais. C'est très risqué, surtout avec les enfants. Lorsque la maison est auprès de la route, ça fait qu'à tout temps, il y a les accidents. Certaines femmes font le ménage à ciel ouvert. Même décor au lieu du Deido à Douala. Ces craintes et bruits, certains ont appris à vivre avec, malgré les conséquences. Les enfants qui n'étudient pas à la maison, c'est des parents qui sont malades, ne parviennent pas
à bien se rétablir. Non seulement l'enfant n'est pas concentré, non seulement aussi ça empêche aussi une absence de sommeil. Et sans compter que les maisons en bordure de la route, il n'y a pas de garde-fou, il n'y a rien qui nous protège et ceux qui viennent construire à proximité même de la route ne rentrent pas peut-être à 5 mètres, donc tous les accidents nous sommes coupables aussi. Si les sonorités de musique et les cris des passants perturbent la tranquillité de certaines personnes vivant en bordure de route, pour d'autres, cette ambiance est recherchée. Moi j'aime trop vivre ça, je vois le passant, je vois toutes choses qui passent. Les odeurs de déchets ménagers s'ajoutent également à leur calvaire. Ce n'est pas seulement les bruits, même les odeurs sortant du marché. Les odeurs nous abandonnent, puisqu'on lave les chèvres. Le sommeil est perturbé en journée comme dans la nuit. Les bourdonnements des engins roulants et des activités ne laissent presque pas de repos à ses habitants. Certains disent ne pas avoir le choix de résider près de la route. Je vous amène à présent à la rencontre d'un jeune homme qui fait des merveilles. À 39 ans, Cyprien Ringou fabrique des ventilateurs à base de matériaux de recyclage. Ces derniers fonctionnent à l'énergie électrique, mais également grâce à des panneaux solaires. Les créations de Cyprien ont une autonomie électrique d'environ 5 heures de temps, une particularité qui fait plaisir à ses clients. Aruna Zira et Stéphane Binac sont allés à sa rencontre. C'est dans cet espace à ciel ouvert au lieu-dit Ange Raphaël que Cyprien Ringou donne vie à ses chefs-d'œuvre. Des ventilateurs fabriqués à base de matériaux recyclés. Ils fonctionnent grâce à l'énergie solaire. Ces ventilateurs fonctionnent grâce à l'énergie électrique et les panneaux solaires. Je les ai conçus parce que j'ai remarqué qu'il fait très chaud à Douala et qu'il y a fréquemment les coupures électriques. Ils ont une batterie et quand ils se déchargent, on peut le voir ici. La particularité de ces ventilateurs est leur autonomie énergétique d'environ 5 heures de temps. Une chose qu'apprécient les utilisateurs. Lorsque ma grande soeur a couché, il n'y avait pas d'électricité. On a utilisé ça pour que l'enfant ne se sente pas mal à l'aise la nuit. Quand il y a plus de coupure de lumière, je l'utilise pendant une période. Oui, ça peut aller jusqu'à 5 heures à 6 heures de temps. Des ventilateurs pour les domiciles, les bureaux et même les voyages. Cyprien a pensé à plusieurs modèles. J'ai décidé de faire plusieurs modèles, un pour les maisons, un pour les bureaux, les espaces de commerce et même les salles de classe, et un dernier pour ceux qui voyagent beaucoup. Pour produire un échantillon de ses œuvres, Ringou a besoin de 3 à 4 jours. Il faut débourser entre 10 000 et 20 000 francs CFA pour obtenir un modèle de ces ventilateurs. Le modèle pour les domiciles coûte 15 000 francs, celui des bureaux 12 000 francs et pour les voyages 10 000 francs. Je peux concevoir un modèle en 3 ou en 4 jours. Malgré son ingéniosité, le jeune homme de 39 ans fait face à de nombreuses difficultés. J'ai des problèmes concernant l'obtention d'un local pour travailler. Les matériaux que j'utilise sont difficiles à trouver. Si j'avais des produits de qualité, j'allais pouvoir faire des meilleurs modèles. Originaire de Dongamatung, Cyprien fait partie des déplacés internes venus du nord-ouest Cameroun. Depuis 2021, il essaie de refaire sa vie dans la cité économique en faisant éclore le génie qui sommeille en lui. Et la ville de Douala a accueilli ce jeudi la séance de dédicace du livre intitulé « Les luminaires de l'espoir », un recueil de poèmes de Narcisse Mwele Kombi. L'auteur, à travers cet ouvrage, retrace les faits d'actualité du Cameroun qui ont, d'une manière ou d'une autre, selon l'auteur, contribué à fragiliser l'unité nationale et le vivre ensemble dans le pays. Mais Narcisse Mwele Kombi célèbre aussi la beauté du pays et les axes d'espoir pour faire du Cameroun un pays émergent d'ici 2035. Les détails de cette dédicace avec Junior Ossan et Emmanuel Tibu. Les luminaires de l'espoir est le recueil de poèmes du poète Narcisse Mwele Kombi qui croit au pouvoir de la réussite de la poésie sur le Cameroun. La poésie qui véhicule un certain nombre de valeurs, des idéaux de paix, de tolérance, de fraternité, d'amour, de solidarité, de convivialité, c'est-à-dire de vivre ensemble. Cet opuscule, à travers sa thématique, cadre avec
les préoccupations et les interpellations de notre moment, de notre époque et de notre société. Il y a par exemple des poèmes dédiés à nos martyrs du nord-ouest et du sud-ouest. Ce travail de Narcisse Mouelé-Kombi évoque les divisions sociales qui remettent en cause une dynamique de développement, de prospérité et même de paix qui s'est enracinée dans les deux régions anglophones du Cameroun. Dans la quête poétique, quelquefois, on peut retrouver une requête politique. Mais que ce soit la requête politique ou la quête poétique tout simplement, les deux se nourrissent mutuellement. Le premier livre s'appelle comme titre « L'espoir de Hope ». Et son dernier livre, « Les luminaires de l'espoir ». Donc, on est ensemble depuis 40 ans. Les Luminaires de l'espoir est le premier ouvrage de l'année 2025 qui marque le lancement officiel de la célébration du jubilé des 40 ans de la Fondation Afrique Avenir International. Du sport à présent, Jeux FENASCO Ligue A 2025. Le temps est donné au niveau des arrondissements depuis quelques jours. Dans le premier arrondissement de Yaoundé, c'est le lycée d'Elik et Sono qui abrite les compétitions collectives et individuelles qui vont durer un mois. La cérémonie d'ouverture vient d'y être présidée par le sous-préfet de Yaoundé, premier Aruna Ndjandji Ngbachu. Son et couleur dans ce reportage de Daniel Anissemboudi et Constant Kanga. Le sous-préfet de Yaoundé premier pour le coup d'envoi des Jeux FENASCO Ligue A à l'esplanade du lycée d'Elik Sono. Le lancement d'un mois de compétition durant laquelle ces athlètes venus d'établissements d'enseignement secondaire de l'arrondissement vont rivaliser d'adresse dans plusieurs disciplines sportives. L'établissement hôte des Jeux ne cache pas son ambition, glaner le maximum de victoires pour représenter valablement Yaoundé premier au cours de la phase départementale. Quand on prépare à la maison, je pense qu'on a besoin que ses propres enfants se gavent bien. Je vais être celle qui va acheter les trophées et les médailles et j'aimerais que les plus beaux trophées restent au lycée de Ligue Sono. Pour ce qui est des compétitions au niveau de l'arrondissement de Yaoundé premier. Pour l'autorité administrative, les Jeux apparaissent comme une occasion de plus pour renforcer en ces jeunes les valeurs d'unité et du vivre ensemble. Pas meilleur que le sport pour véhiculer ces valeurs républicaines dont j'attends de ces enfants, tout en valorisant leur talent, en faisant valoir leurs différentes compétences en matière sportive, l'esprit du fair play, l'esprit de la tolérance et l'acceptation de l'autre. Des valeurs prônées au cours de la cérémonie d'ouverture de ces Jeux FENASCO Ligue A dans l'arrondissement de Yaoundé premier, à travers la magnifique parade culturelle des élèves qui magnifie l'unité dans la diversité. À l'étranger, Emmanuel Macron est au Liban après l'élection du président Joseph Aoun. Faustin Archange Touadéra, quant à lui, est à Moscou. La rencontre avec Vladimir Poutine est un signal fort dans la volonté du président centrafricain à travailler avec la Russie dans tous les domaines. Et en France, place aux concertations sur les retraites dès ce vendredi. Lille Piedjo et Calvin Tekam pour Escalmont. Emmanuel Macron est au Liban depuis ce vendredi matin. Le président français a été accueilli par le Premier ministre par intérim, Najib Mikati. Emmanuel Macron réaffirme son soutien au Liban après l'élection de Joseph Aoun, ancien commandant de l'armée à la tête du pays après 2 ans de vacances. Il s'agit également de mobiliser l'aide internationale pour soutenir la reconstruction et les réformes telles que promis en octobre dernier. Le Liban est confronté à une grave crise économique et des tensions régionales. Emmanuel Macron va également échanger avec le président du Parlement libanais, proche du Hezbollah, afin de poursuivre le dialogue. Faustin Archange Touadéra est à Moscou depuis quelques heures. Le président centrafricain a rencontré Vladimir Poutine. Au cours des échanges entre les deux hommes d'État, le président russe réaffirme son intention de continuer à renforcer cette relation stratégique, notamment sur le plan sécuritaire. Faustin Archange Touadéra salue les avancées dans la restauration de la paix et de la sécurité sur le territoire centrafricain grâce à la Russie. L'armée centrafricaine est formée sur place par des instructeurs russes afin de réduire la menace terroriste dans le pays et à ses frontières. Cette rencontre matérialise le partenariat entre la Russie et la RCA, désormais axé sur les infrastructures et le développement.
Vladimir Poutine démontre ainsi sa volonté de mettre à l'écart les puissances traditionnelles telles que la France et les États-Unis pour être un partenaire stratégique et incontournable en Afrique dans les domaines sécuritaires et militaires. François Bayrou lance ce vendredi la concertation sur la réforme des retraites, ce qui lui a permis d'échapper à la censure des socialistes. Il s'agit de fixer le cadre et la méthode. La révision de la réforme de 2023 doit tenir compte d'une exigence, ne pas dégrader l'équilibre financier du système prévu par le Premier ministre français. Le président du MEDEF, quant à lui, refuse de discuter des retraites du secteur public. Il déplore cependant les interférences politiques et refuse également de recréer des tuyauteries entre les régimes privés remarquablement bien gérés par les partenaires sociaux et des régimes qui sont chroniquement déficitaires. La veille, les organisations syndicales ont marqué leur refus du report de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité ce soir au Cameroun, en Afrique et dans le monde. Au nom de toute l'équipe de production de ce journal, je vous dis merci de l'avoir suivi. Retrouvez demain et pour les éditions du week-end à 20h, Delphine Fonkotene en direct de Yaoundé. Passez un excellent week-end, prenez soin de vous et je vous reviens lundi 19h50. Bonsoir.